soirée sur France 2. Nuit d'émeute à Clichy-sous-Bois après la mort de 2 jeunes garçons électrocutés dans un transformateur EDF où ils s'étaient cachés. La police ne poursuivait pas ces jeunes selon le ministère de l'Intérieur, mais elle était intervenue plus tôt lors d'une tentative de cambriolage. Les prix du gaz vont augmenter, c'est sûr, mais le plus fort de la hausse n'aura lieu qu'après les froids en avril. Cet hiver, le prix du gaz ne devrait pas augmenter de plus de 6%. Pour le 6e mois consécutif, le chômage recule en France, un bon résultat dû essentiellement au traitement social, mais aussi à la mise en place des nouveaux contrats Borloo. Pour ce long week-end de la Toussaint, police et gendarmerie vont se déployer un peu partout. Il faut dire que c'est traditionnellement une période de gros trafic et donc de nombreux accidents. Il s'appelle Raphaël, à 30 ans, c'est déjà une valeur sûre de la chanson française et la coqueluche des jeunes filles. Il est pendant 3 jours à l'Olympia. Madame, monsieur, bonsoir. Flambée de violence cette nuit à Clichy-sous-Bois après la mort de 2 jeunes adolescents qui, inconscients du danger, s'étaient cachés dans un transformateur EDF. Ils ont été électrocutés. Un 3e jeune, grièvement brûlé, a été hospitalisé. Ces 3 jeunes faisaient, semble-t-il, partie d'une bande soupçonnée de cambriolage et de dégradation. Dès l'annonce de leur mort, les jeunes du quartier du Chêne Pointu sont descendus dans les rues pour tout casser. Bilan 23 voitures brûlées, l'école, la poste, la mairie saccagée. Reportage Stéphane Bretner avec Franck Genozo et Grégory Vasseur. Cet après-midi, les policiers ont refait leur apparition dans la ville. À pied ou en voiture, ils quadrillent Clichy-sous-Bois pour prévenir le moindre débordement. Un peu partout, il reste encore les traces des violences de la nuit. Et petit à petit, les carcasses sont évacuées. Si les rues ont retrouvé leur calme, certains habitants ne cachent pas leur inquiétude. Je rentre chez moi, là tout de suite, je ne sors plus. Ah oui, ouais, on est inquiet. Ce soir, c'est possible. Voilà à quoi ressemblait Clichy-sous-Bois hier soir. Des feux de voitures aux 4 coins de la ville, des bâtiments administratifs pris pour cible. Jusqu'à 3 h du matin, des dizaines de casseurs ont tout détruit sur leur passage et joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Ce qui a déclenché cette violence, c'est la mort de 2 mineurs électrocutés alors qu'ils s'étaient réfugiés dans ce local d'EDF après avoir escaladé le mur. Plusieurs adolescents présents hier soir affirment que les policiers poursuivaient les victimes. Ils étaient 4, lui il est parti de son côté et les 3 autres sont partis de l'autre côté et il a bien vu que la police était derrière eux, derrière les 3 autres. Et ils m'ont lâché moi pour les pousser. Ils l'ont laissé lui parce qu'il était tout seul et ils sont partis vers les 3 autres. Version démentie par la police, la justice et le ministre de l'Intérieur. Ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là, d'après ce qui m'est indiqué dans le rapport écrit que j'ai reçu, ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police, même s'ils essayaient de se cacher. La police des polices va tout de même enquêter. C'est ce qu'a appris le maire de Clichy après une table ronde au ministère de l'Intérieur. Cet après-midi, au pied des immeubles du Chêne Pointu, l'imam a rassemblé les habitants pour lancer des appels au calme. Comme toutes les associations du quartier, il souhaite que la marche en hommage aux 2 victimes demain matin se déroule sans incident. Des scènes d'émeutes hier donc qui ont terriblement gêné l'intervention des pompiers et qui ont été eux-mêmes la cible des violences. Et 190 policiers présents sur place n'ont pas pu empêcher les échauffourées. Et la brigade des sapeurs-pompiers a dû appliquer son propre plan de sécurité. Explication Loïc Delamornay, Laure Patureau et Carole Gréco. Ces vitres éclatées, des projectiles divers. Ces impacts, des coups de baramine. Voici l'état dans lequel certains camions de pompiers sont ressortis hier soir des rues de Clichy-sous-Bois. On veut absolument faire comprendre aux jeunes qui nous agressent que lorsqu'ils nous agressent, ils arrêtent les secours, ils arrêtent les engins qui vont porter secours éventuellement à leur famille, à leurs proches. Et ça, il faut qu'ils le comprennent parce qu'ils se pénalisent et ils font du mal à tout le monde. Hier soir, les pompiers ont dû mettre en œuvre le plan Secours Troubles Urbains. Un dispositif instauré en l'an 2000 et pris en exemple sur les pompiers d'Irlande du Nord, habitués aux situations tendues. Il implique une organisation quasi militaire et des renforts de police importants. Le phénomène d'agression de pompiers reste marginal, mais des actes isolés se sont multipliés ces dernières années. Dans ces quartiers difficiles, faut-il y voir une atteinte symbolique à l'État? Pas si simple. C'est pas du tout un symbole de l'État. Ils viennent et ils touchent ceux qui viennent de l'extérieur et qui arrivent dans leur quartier. Et donc, si c'est des pompiers qui sont là, ils caillassent les pompiers. Si c'est des policiers qui arrivent, ils peuvent également aussi leur envoyer des projectiles. Et si c'est une infirmière qui vient, ils peuvent lui crever les pneus de sa voiture. Il n'y a pas de démarche politique.
Dans certains cas dramatiques, l'agression est pourtant caractérisée contre les pompiers. Comme ici, en 2001, à Aulnay-sous-Bois, où un véritable guet-apens avait été tendu à un camion de pompiers appelé pour un faux incendie et attaqué par un engin de chantier volé. Ici, les pompiers avaient dû affronter des jets de boules de pétanque depuis les toits et avaient dû être protégés par des centaines de CRS. Et justement, cette autre mort, dans des circonstances encore plus violentes, toujours en Seine-Saint-Denis, près de Paris, à Épinay-sur-Seine cette fois. Un homme d'une cinquantaine d'années a été littéralement battu à mort dans un quartier dit sensible, sous les yeux de sa femme et de ses enfants réfugiés dans la voiture. L'homme qui travaillait dans une entreprise spécialisée dans le mobilier urbain photographiait des réverbères. Il est mort ce matin à l'hôpital. Jean-François Firet et Florence Chalandon. Tout s'est passé très vite. Il était 16 h hier dans cette cité d'Épinay-sur-Seine. Un homme de 56 ans, accompagné de sa femme et de sa fille, prend des lampadaires en photo. Il est commercial. Il prépare un album pour sa société de mobilier urbain. Soudain, 3 ou 4 hommes se jettent sur lui, lui dérobent son appareil. L'homme se rebelle, il est roué de coups devant sa fille et son épouse. Les agresseurs s'enfuient quelques secondes plus tard. Le commercial est mort ce matin, à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis. Des témoins oculaires, il y en a eu plusieurs. Mais parleront-ils aux enquêteurs? Rien n'est moins sûr. Face à notre caméra, ils préfèrent rester évasifs par peur des représailles. Hier soir, j'étais à la caisse et comme c'est la période de Ramadan, il y a beaucoup de monde, donc j'ai pas vu grand-chose. Mais les enquêteurs ont tout de même quelques atouts. La mairie d'Épinay-sur-Seine a doté une partie de la commune de caméras de vidéosurveillance et donc nous espérons que les enquêteurs vont pouvoir exploiter les caméras de vidéosurveillance présentes dans le quartier au moment de l'agression. Seul problème, les images seraient de mauvaise qualité. C'est la brigade criminelle de Paris qui est chargée de l'enquête. Comme toujours avec ce type d'agression collective, l'identification des auteurs sera très difficile. Le prix du gaz va augmenter en France, mais de façon progressive. Sur les 5 prochains mois, la hausse sera limitée à 3,8% sur l'année et en moyenne, le gaz augmentera tout de même de 6%. Explication de ce système à 2 vitesses avec Vincent Fourcade. Le gouvernement a donné son accord et dès mardi, Gaz de France relèvera ses tarifs de 12%. Du donnant-donnant, car en échange, GDF a dû faire un geste commercial envers ses usagers pour amortir cette nouvelle hausse. Le président de Gaz de France a proposé une baisse de 45% de l'abonnement pour l'ensemble des foyers français donc, qui se chauffent au gaz. Moins 45% sur le prix de l'abonnement pendant 5 mois, soit une baisse totale de 22 € pour les 7 millions de foyers français qui se chauffent au gaz. Selon GDF, cette diminution ponctuelle de l'abonnement pourrait même faire baisser la facture totale pour un logement de moins de 100 mètres carrés. Mais ce coup de pouce ne durera qu'un temps et disparaîtra avec l'hiver. Car cette remise ne sera accordée que de novembre à mars 2006. Le gaz n'augmentera alors que de 3,8%, mais il ne s'agit là que d'une moyenne. Il y en a qui payeront moins, il y en a qui payeront un peu plus, et au total, il y aura de toute façon un plafond à 8%. Une hausse maximum de 8% au lieu de 12%. Pour les associations de consommateurs, c'est encore trop car le prix du gaz ne cesse de grimper. Cette hausse qu'on nous qualifie moyenne de 3,8% s'ajoute à bien d'autres et sur ces 2 dernières années, on doit être à plus de 16% de hausse moyenne. Et le prix du gaz devrait encore bondir dès que la ristourne de GDF prendra fin. La hausse de 12% s'appliquera alors totalement. Le chômage reculant en France pour le 6e mois consécutif, moins 0,9% en septembre, des chiffres dont se sont félicités aujourd'hui le Premier ministre Dominique de Villepin et le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo. Ils étaient tous deux en visite à Dijon. Et pour la première fois, il semble bien que l'on assiste à un redémarrage des créations d'emplois dans le secteur privé, même si les dispositifs sociaux et les départs en retraite contribuent à faire baisser le nombre de chômeurs. Les contrats nouvelle embauche jouent incontestablement dans cette amélioration. 100 000 ont été signés depuis le 1er septembre. Destinés aux entreprises de moins de 20 salariés, le contrat nouvelle embauche débute par une période d'essai de 2 ans. Une souplesse qui a déjà convaincu les petits patrons. Séverine Lebrun et Jean-François Monnier. Abdel, 24 ans, chauffeur-livreur. Céline, 24 ans, aide-comptable. Et Cathy, 26 ans, commerciale. Tous viennent de signer un CNE, un contrat nouvelle embauche dans cette petite PME. Pendant 2 ans, leur patron pourra les licencier sans justification. 2 ans d'incertitude. On a du mal à avancer parce que avec un CNE, vous allez dans n'importe quelle banque, vous demandez un crédit, ça marchera pas spécialement, quoi.
Après, on accepte ou on n'accepte pas, mais je crois que quand on recherche du travail depuis un bout de temps, il n'y a pas trop le choix, quoi. Céline, elle, n'a pas hésité à quitter un CDI pour ce nouveau poste. Je pense que quand on fait ses preuves et qu'on est un bon élément, on n'a pas à avoir ce genre de peur. Moi, c'est pour ça que ça ne me fait pas du tout peur. En tout cas, une chose est sûre, sans ce contrat plus souple, le patron n'aurait jamais embauché 3 nouveaux salariés en à peine 2 mois. Aujourd'hui, je peux lancer des nouveaux projets. Donc j'embauche alors que ce n'était pas nécessaire pour l'entreprise d'embaucher. Elle se développait naturellement toute seule. Là, ça va donner un coup de pouce, si vous voulez, à notre entreprise. Selon le gouvernement, 100 000 contrats nouvelle embauche auraient déjà été signés. Une petite bouffée d'oxygène pour l'emploi, même si une partie de ces CNE ne font que remplacer des CDD. Depuis aujourd'hui, les Français peuvent acheter des actions EDF avant la cotation en bourse qui aura lieu le 21 novembre. Pour l'heure, il s'agit de mettre sur le marché 15% du capital du groupe, opération qui sera assortie d'une augmentation de capital de 7 milliards d'euros. Depuis plusieurs années déjà, l'État s'est progressivement désengagé de ces grandes entreprises commerciales. François Baudonnet et Jean-Yves Leblanc. L'affichette a été bricolée en urgence. Monsieur Bachelier, bonjour. Vous allez bien? Mais cette fois c'est parti, l'ouverture du capital d'EDF a débuté. De toute façon, c'est toujours une période assez courte, donc c'est pour ça qu'on contacte. Dans cette agence bancaire, on est persuadé que cette opération rencontrera un grand succès auprès du public. EDF est quand même une entreprise qui a un renom en France et les clients naturellement nous appellent pour se renseigner. L'entrée en bourse d'EDF pourrait d'ailleurs marquer le renouveau en France de l'actionnariat populaire. Avec plus de 3 millions d'acheteurs pour les titres Gaz de France cet été, on est finalement plus très loin des 3 900 000 épargnants qui s'étaient rués sur l'action France Télécom en 97. À l'époque, il fallait pour les réunir louer le palais omnisport de Bercy. Alors, l'État restera-t-il majoritaire dans EDF? Le gouvernement s'y est engagé. D'ailleurs, la loi du 9 août 2004 l'oblige à rester propriétaire d'au moins 70% du capital. Mais ni les syndicats, ni la gauche ne croient que cette situation sera durable. Je suis prêt à parier que, comme ça a été le cas pour d'autres entreprises, comme par exemple France Télécom, dans quelques années, 10 ans par exemple, l'État sera dans une position minoritaire dans le capital de cette entreprise. Et il est vrai que lors des privatisations passées, même partielles, comme celle de France Télécom, les promesses initiales... À l'arrivée, France Télécom restera une entreprise largement publique. N'ont pas empêché ensuite l'État de se dégager petit à petit du capital. Il aura ainsi fallu seulement 7 ans pour que l'opérateur historique devienne privé et 5 ans à peine pour l'ex-compagnie nationale Air France, le rachat du néerlandais KLM ayant même réduit encore un peu plus la part de l'État. Au total, toutes les entreprises publiques dont le capital a été ouvert avant 2002 sont aujourd'hui privées. Mais pour EDF, l'enjeu est encore plus lourd. Le premier électricien mondial dispose aussi du premier parc européen de centrales nucléaires. Et pour l'instant, personne ne souhaite que l'État en perde le contrôle. À Marseille, 25e jour de grève pour les transports en commun et toujours pas de réquisition en dépit des demandes persistantes du maire, Jean-Claude Gaudin. Le gouvernement a préféré nommer un médiateur de ce conflit. Il s'agit du spécialiste de droit social Bernard Brune. Correspondance Yannick Arroussi et Christophe Larocca. Des policiers pour éviter toute nouvelle dégradation sur les autobus de substitution et pour calmer les tensions. Car au 25e jour de grève, nombre de Marseillais en ont assez. Il faut que je fasse mes papiers à pied, j'en peux plus, je craque, je pète les plombs. Voilà. Je compte sur les bus et les métros pour pouvoir aller travailler. Voilà, j'arrive, le grillage il est fermé. Voilà, je risque de perdre ma place. J'ai un corps de qui va arriver. Ben, quoi il s'appelle, tu partiras à 10, ouais, à 10% des bus de la RTM circulent ainsi que les 50 autocars de substitution. Malgré la demande du maire de Marseille, le préfet n'a pas jugé bon pour l'instant de réquisitionner chauffeurs et matériel. Ce pouvoir de réquisition du préfet suppose que toutes les voies de négociation aient été auparavant qu'on soit allé jusqu'au bout de ces négociations. Or, les négociations n'ont pas commencé. Le maire de Marseille n'a pas obtenu gain de cause. Lundi, le médiateur nommé par le gouvernement entamera ses consultations. Mais la discussion sur la gestion du futur tramway risque de tourner court. La délégation de service public, elle a été votée le 24 mars. Elle a été votée par une assemblée issue du suffrage universel et il n'est pas question de la retirer. Les traminots, eux, refusent toujours tout net l'entrée de la Connex, société privée, dans le tramway marseillais. Que le tramway appartienne à la régie, que le tramway ne soit pas donné au privé. Il n'y a pas de négociation possible là-dessus pour vous? Je pense pas.
Qui est-ce qui est pour la continuation de l'action? Ce matin, les employés de la RTM ont reconduit le mouvement de grève jusqu'à lundi. À Pauillac, près de Bordeaux, dans un œuf en chocolat, en guise de gadget, un petit garçon a trouvé une aiguille de seringue apparemment usagée. La friandise fabriquée en Italie était garnie de jouets venant de Chine. Tous les œufs de cette marque, Yatoula, ont été retirés de la vente. Christelle Marty et David Bazier. Au premier abord, ces œufs en chocolat sont de simples friandises. À l'intérieur, un jouet de surprise dont raffolent les enfants. Mais il y a quelques jours, dans l'un d'entre eux, un jeune garçon trouve une seringue tachée de sang. C'est dans ce supermarché de Pauillac en Gironde que l'œuf a été acheté. Mais dès les faits connus, tous les lots de l'ensemble des supermarchés du groupe ont été retirés des rayons. Les clients ont été avertis de l'incident. Une référence qu'on ne fait pas chez nous. Mais on laisse quand même l'information aux consommateurs, parce qu'on a d'autres magasins de la même enseigne qui sont pas loin d'ici et qui ont pu vendre de ces œufs. C'est un fabricant qui est à l'étranger, donc il faut faire une enquête pour remonter et voir si éventuellement ils ne sont pas commercialisés sous d'autres marques. Les clients qui auraient acheté des œufs en chocolat Yatoula de la marque Tumador sont invités à les rapporter dans les supermarchés. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de l'aiguille retrouvée. À Dijon, le service de médecine néonatale a été fermé hier. Depuis plusieurs semaines, 6 enfants prématurés ont été infectés par une entérocolite. 4 de ces enfants sont décédés. Il s'agissait de grands prématurés pesant moins d'1 kilo, très sensibles à ce type de bactéries qui détruisent la paroi intestinale. Laurent Di et Nicolas Luizet. Les premières ambulances ont commencé les transferts dès cet après-midi. Direction les autres hôpitaux de la région. Ce nourrisson sera peut-être le prochain à quitter le service réanimation néonatale du CHU de Dijon. Depuis la mi-juin, 4 prématurés accueillis ici sont décédés des suites de la même maladie, l'entérocolite nécrosante, qui provoque une destruction de la paroi intestinale chez les grands prématurés. En temps normal, seuls 1 ou 2 cas sont détectés chaque année dans cet hôpital. Ça n'est pas une maladie contagieuse dans sa forme habituelle. On les observe de façon, on va dire, sporadique, ponctuelle. Et c'est justement le caractère regroupé de plusieurs cas, en plus très sévère, qui doit attirer l'attention. En principe, c'est une bactérie qui provoque cette infection, mais les médecins qui ont constaté des symptômes différents chez les enfants touchés craignent que d'autres facteurs ne soient en cause, des virus par exemple. Malgré les mesures d'hygiène supplémentaires, 2 nouveaux cas ont été diagnostiqués ces derniers jours. L'hôpital a donc décidé de la fermeture temporaire du service concerné pour un nettoyage complet. On procède, je dirais, au plus de précautions possible. Rien ne dit que ce soit un problème lié aux locaux, mais comme rien ne le dit pas non plus, eh bien, on préfère procéder de cette façon-là. En tout, une 50aine de nourrissons devraient être déplacés pour l'occasion. Les transferts devraient donc se poursuivre dans les prochains jours. Pas de grippe aviaire en revanche pour les 3 touristes français originaires de l'île de la Réunion, soupçonnés d'avoir été infectés lors d'un voyage en Thaïlande. Après examen et test, les 3 grippés ont pu rentrer chez eux. En Martinique, demain seront rapatriées les 145 dépouilles des victimes de l'accident d'avion de la West Caribbean au Venezuela. Toutes les familles se préparent pour ces obsèques qui ont lieu plus de 2 mois après le drame et alors qu'on ne connaît toujours pas les circonstances exactes de l'accident. Yasmina Farber et Franck Brisset. Saint-Esprit est une commune de 8000 âmes. 43 se sont envolés le 16 août dernier. Dans le cimetière, on prépare leur retour, leur tombe. Lucie va enterrer sa nièce. Gertie avait 25 ans. Elle reposera dans le caveau familial. J'ai le souvenir de ma nièce le jour de son mariage. Parce que ça a fait après 2 semaines de mariage qu'elle est partie. Il a fallu identifier les 160 victimes, dont 152 Martiniquais. Un travail complexe, seule une dizaine de corps étaient restés intacts. Pour les autres, 34 personnes d'un laboratoire de Bordeaux ont analysé les empreintes génétiques en priorité. Rendre les corps, c'était la première urgence de l'enquête. À Fort-de-France, 2 juges sont chargés du dossier. Albert Cantinol et Véronique Forge sont plutôt discrets, mais ils ont accepté de nous recevoir. Les boîtes noires ont livré un premier indice. Le pilote parle de 2 réacteurs éteints, mais les magistrats restent extrêmement prudents. Il y a toute une phase de lecture, ensuite de décodage, et puis ensuite de mise en concordance avec des experts, un pilote, tout ça qui permettent de tirer des éléments intelligibles et exploitables.
Les 2 juges partent la semaine prochaine au Venezuela et en Colombie. Les moteurs de l'avion vont être expertisés, mais l'enquête ne s'arrête pas là. Il faut travailler sur, cette fois-ci, l'avion lui-même, c'est-à-dire la maintenance, l'équipage, comment il était formé, etc. Est-ce qu'ils avaient toutes les qualités pour la compagnie aérienne, le suivi de l'avion? Les résultats de l'enquête ne sont pas pour l'immédiat et les familles s'y préparent. Mais pour l'instant, leur priorité, c'est d'enterrer leurs disparus après 75 jours d'attente. Circulation chargée sur les routes de France ce week-end à partir de ce soir dans le sens des départs et mercredi dans le sens des retours. Ce long week-end de la Toussaint, traditionnellement meurtrier, mobilise les forces de police et de gendarmerie. Et comme chacun sait, la tactique du gendarme, c'est d'être toujours là où on ne l'attend pas. Yvan Martinet et Olivier Combe. À bord du fourgon funéraire, 2 corps sans vie. Ceux de 2 motards entrés en collision. 8 heures ce matin aux portes de Toulouse commence pour les gendarmes le week-end le plus noir de l'année. C'est l'un des week-ends les plus dangereux. Vous avez plusieurs week-ends qui sont ciblés, que ce soit le week-end de Pâques, le week-end de la Pentecôte ou le week-end de la Toussaint. Alors pour le seul département de la Haute-Garonne, bonjour monsieur, gendarmerie. 400 hommes mobilisés, tous affectés à la sécurité du trafic. Alors là, vous avez 0,23 mg d'alcool par litre d'air expiré. D'accord ? Le taux maximal autorisé, c'est 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc vous êtes limite. Ça arrive assez régulièrement. Les gens ne sachant pas à quoi se tenir, ne sachant pas combien consommer par rapport au taux autorisé, font des fois quelques excès. Contrôles intensifs durant les périodes à risque, les automobilistes semblent comprendre. Il faut qu'il y ait plus de contrôle, il faut que ce soit plus sévère, comme ça il y aura moins d'accidents et moins de morts. Route nationale, autoroute, objectif, être vu. Car la peur du képi fait ralentir. Mais il y a aussi les opérations plus discrètes. Exemple, cette voiture banalisée. C'est un radar automatique embarqué, très mobile et très pratique puisque nous nous déplaçons à plusieurs endroits, plusieurs points avec cet appareil. Ce week-end, sur les routes de Haute-Garonne, les gendarmes seront parfois 4 fois plus nombreux qu'à l'accoutumée. Une raison supplémentaire d'être prudent. Et dans le Val-de-Marne, la sécurité routière a décidé de sensibiliser les jeunes au risque de la conduite sans permis. Il faut dire que depuis 2 ans, ce type d'infraction a augmenté de 40%. L'objectif aujourd'hui, former au lieu de réprimer. Valérie Fourniou et Emmanuel Morel. La visite n'est pas banale. De jeunes délinquants de la route, tous mineurs, au cœur d'un dispositif policier autoroutier. Ici, ils vont être confrontés à la dure réalité du terrain. C'est le but de cette formation très particulière, la réparation pénale. Si on peut intervenir sur l'accident en toute sécurité. Parce que bien sûr, si nous on arrive dessus et qu'il y a une circulation fluide, on va se mettre en danger, mais on va mettre en danger les usagers qui sont derrière nous. On intervient pour notre sécurité. De la théorie à la pratique. Bien reçu. Un accident vient d'avoir lieu. Donc le SAMU est sur place, c'est bien ça? Ça va arriver, bientôt déjà là. Un motard vient de percuter une voiture. Le groupe est dépêché sur les lieux de l'accident. De quoi faire réfléchir ces jeunes qui ont tous commis le délit de conduire sans permis. Car pour eux, c'était soit la prison, soit cette formation. Les tests pour les stupes. Déjà, si on a notre diplôme, on pourra faire les premiers soins. Ça aurait pu nous arriver à un d'entre nous, quoi. Et c'est vrai que ça nous fait prendre conscience quand même des risques qu'il y a. Le principe du stage de réparation pénale, c'est justement de leur faire voir un petit peu tous les principes de sécurité routière et de leur faire une prise de conscience en les amenant sur le terrain, comme ici, effectivement, les amenant sur un accident pour qu'ils voient vraiment le travail des secours, le travail de la police. Et la prise de conscience passe aussi par le visionnage d'images chocs, mais bien réelles d'accidents. La personne décède alors que nous on est sur place et qu'on est arrivé, elle est encore vivante. Donc c'est une personne que nous on voit mourir à ce moment-là. Quand vous commettez des infractions au code de la route, vous ne respectez pas des règles de sécurité, ne nous demandez pas, surtout pas à nous, d'être indulgents. J'étais jeune, ça fait que je comprenais pas les choses. Maintenant que je commence à attraper de l'âge et puis le stage que j'ai fait, ça commence à me faire réfléchir. Mais ça m'a aidé à passer mon permis déjà. Apprendre à être citoyen, responsable de ses actes. C'est tout l'enjeu de la réparation pénale, la répression par l'éducation. Les filières terroristes internationales ont-elles fourni en France des missiles sol-air provenant de la Tchétchénie? C'est ce qu'affirme notre confrère Le Figaro dans son édition de ce matin. Une information sur laquelle la justice française reste très prudente. Les islamistes radicaux français sont sous haute surveillance. Philippe Visserias. Publiée en une du journal Le Figaro, la nouvelle a de quoi faire peur. On y apprend que des islamistes français s'apprêtent à attaquer des avions de ligne sur le sol français
avec 2 lance-missiles achetés auprès de la mafia tchétchène, un scénario terrifiant. Selon l'article, cette menace aurait été identifiée par le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière, qui enquête sur des réseaux de djihadistes français formés en Tchétchénie. Contacté ce matin, Jean-Louis Bruguière n'a voulu faire aucun commentaire. Depuis, d'autres sources judiciaires ont mis en doute l'existence d'une telle menace. Selon elles, rien ne prouve que ces 2 lance-missiles se trouvent sur le sol français, ni même qu'ils existent. Car il se pourrait bien que cette menace d'attentat n'ait été qu'un projet parmi d'autres. Projet évoqué par un islamiste jordanien, emprisonné à Amman et interrogé par les services secrets jordaniens et non par des enquêteurs français. Cet ancien responsable du contre-espionnage, lui, reste perplexe. J'ignore totalement s'il existe en France ce type de missile. Dans les périodes 2002, ce type d'information ne circulait pas. 2002, c'est l'arrestation en banlieue parisienne de jeunes Français de retour de Tchétchénie. Dans cette enquête, les policiers disposent de témoignages évoquant des projets d'attentats chimiques à Paris. Des témoignages, mais peu d'éléments matériels. Un dossier dont l'instruction se termine, le procès devrait avoir lieu en mars 2006. En Iran, manifestation contre Israël à l'appel du président ultra-conservateur nouvellement élu et qui était lui-même en tête de cortège. Une immense foule s'est répandue dans les rues de Téhéran. Bertrand Koch. Mort à Israël, à bas l'Amérique, ils sont des dizaines de milliers d'Iraniens, toutes générations confondues, à reprendre ce matin les déclarations enflammées de leur président. C'est un rituel instauré par l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique, la journée antisioniste annuelle. Sorte de carnaval macabre où défilent candidats au martyr et foules galvanisées. Des effigies de Bush et Sharon sont immolées, le drapeau israélien piétiné. En dépit de l'indignation suscitée par ces propos, Mahmoud Ahmadinejad persiste dans son appel à rayer Israël de la carte. Le président ultra-conservateur qui s'est offert un bain de foule avant d'affirmer « mes mots sont les mots exacts du peuple iranien ». Reste que le régime, où les durs ont repris l'avantage depuis 6 mois, a paru surpris par les réactions de la communauté internationale. À Téhéran, des responsables parlent de manipulation médiatique, arguant que la position de l'Iran sur la Palestine n'a pas varié depuis 25 ans. Scandale à la Maison-Blanche. Un proche collaborateur du vice-président américain Dick Cheney démissionne. Lewis Libby a été mis en examen pour entrave à la justice, parjure et faux témoignage. Il avait divulgué le nom d'une femme, agent secret de la CIA, pour faire taire les critiques de certains de ses proches sur la guerre en Irak. Mais révéler le nom d'un agent secret est un crime fédéral aux États-Unis. La démission de Lewis Libby fragilise toute l'administration Bush. Tennis, 3 Français disputeront les demi-finales du tournoi de Lyon. Gaël Monfils a battu son compatriote Marc Jiquel dans le premier quart, 6-4, 6-1. Et puis Sébastien Grosjean s'est imposé face au Belge Olivier Rocus en 2-7, 6-3, 7-6. Quant à Fabrice Santoro, il a battu l'Américain Vince Spadea. Sébastien Grosjean et Gaël Monfils s'affronteront donc en demi-finale. Dans le Pas-de-Calais, le site du Cap Blanc-Nez, victime de son succès, méritait une importante restauration. Après la Pointe du Raz et le Mont-Saint-Michel, c'est au tour des célèbres falaises du nord de la France, qui font face à l'Angleterre, de retrouver un aspect un peu sauvage. Frédéric Vion et Patrick Burstam. C'est un roc, c'est un cap, presque une péninsule. À plus de 150 mètres au-dessus des flots, le Cap Blanc-Nez est une triple curiosité géographique. Falaise calcaire la plus au nord de France, elle fait aussi face aux côtes anglaises et marque le passage des eaux de la Manche à celles de la mer du Nord. Le problème, c'est que chaque dimanche après-midi, voici à quoi ressemble la route qui borde le site. L'embouteillage est garanti, au point que le Conseil général a dû depuis la rentrée condamner les 300 derniers mètres qui permettaient jusque-là aux voitures d'arriver directement sur le rocher, tout au bord de la falaise. Nous avons voulu intervenir, c'est-à-dire que nous avons voulu redonner entièrement ce site à la nature, refaire des chemins naturels et que les gens puissent profiter du paysage et de l'environnement de façon intéressante. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, il y avait encore 500 voitures sur le site derrière moi, avec 3 ou 4 baraques à frites, des marchands de glace, et tout ça dans un vacarme de groupes électrogènes et de bruit de voitures. Donc là, à 10 mètres de la falaise. À 10 mètres de la falaise, tout à fait. Recouvert de terre, l'ancien parking sera bientôt revégétalisé pour se fondre dans le paysage, comme c'était le cas autrefois. Des sentiers piétons seront également créés,
pour éviter que les touristes ne s'éparpillent sur tout le site, où leur passage creuse des ravins et détruit la flore. Des touristes qui apprécient très diversement d'avoir désormais à faire à pied les quelques hectomètres qui les séparent de la départementale. Certaines personnes auront du mal à monter parce que ça grimpe. Hein. Les handicapés, vous voulez dire, les personnes âgées? Les personnes plus âgées. Je pense que c'est très bien parce qu'ainsi tout le monde pourra venir parce qu'autrement les parkings étaient bloqués, si on peut dire, par les voitures ventouses et les campings ventouses également. Tout était bloqué. Les camping-cars, oui. À partir du moment où il y a des allées faites pour les poussettes qui soient pratiques, ça gêne en rien. À terme, le deuxième parking, situé au pied de la falaise, sera lui aussi supprimé. Il faudra donc stationner dans les villages ou dans l'un des parkings éloignés qui seront bientôt aménagés. Pour les 1 à 2 millions de visiteurs annuels, la meilleure façon de marcher jusqu'à la plage sera donc à nouveau de mettre un pied devant l'autre, à moins qu'ils ne préfèrent désormais arriver directement par la mer, à bord de véhicules certes moins confortables, mais tout à fait écologiques. À Paris, le musée Picasso célèbre ses 20 ans en honorant le peintre et le dessin, facette méconnue de cet artiste, mais qui permet de découvrir beaucoup de petits secrets cachés dans les célèbres tableaux du peintre espagnol. Michel Monponté et Philippe Luzy. Entrer dans une exposition sur les dessins de Picasso, c'est comme entrer un peu par effraction dans l'esprit d'un génie au travail, tenter de pénétrer les mystères de son œil. Tenter de suivre la main qui fait le dessin. Et le dessin, c'est bien tous les jours pour Picasso. Le dessin raconte son chemin, l'évolution, jour après jour, de ses passions. C'est très précieux, on voit les changements, les hésitations, les doutes, et puis tout d'un coup la certitude qui apparaît, c'est passionnant. Passionnant de démêler un peu la pelote de laine inextricable de son trait qui cherche. Et au milieu du chaos naît toujours une forme, l'endroit de son génie. Picasso voit tout et le met à sa sauce. Sa collection de cartes postales africaines est comme un trousseau de clés pour ouvrir 1000 énigmes. Picasso l'Africain. Et voilà la solution des bras levés, position qui paraissait énigmatique, du personnage central des Demoiselles d'Avignon. L'Afrique, bien sûr, suis-je cruche? Les femmes indigènes qui se trouvent encore aujourd'hui dans ces archives photographiques sont probablement l'une des clés de ce grand tableau. Une femme accroupie, les jambes écartées, encore une, puis encore une. Picasso ne cherche pas, il trouve. Et il signe de la pointe du pinceau d'un taureau qui veut dire Picasso. Il s'appelle Raphaël, mais lui il chante et c'est déjà une valeur sûre du métier. À 30 ans, il sort son 3e album et sera pour 3 jours à l'Olympia. Olivier Menouza et Jean-Marc Noutnouk. Il y a 2 ans, il sillonnait les routes de France en monospace. Aujourd'hui, Raphaël repart en tournée, mais dans un bus à double étage, version grand luxe. C'est une maison roulante, quoi. Mais le petit monospace VV, il était super aussi, j'aimais beaucoup. Raphaël choyé par sa maison de disques, pas étonnant. L'artiste est une mine d'or, des concerts qui font salle comble, et un 3e album vendu en moins de 6 mois à 600 000 exemplaires. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Que nos mains ne tiennent plus ensemble. Est-ce que rien ne peut arriver? Puisqu'il faut qu'il y ait une justice. J'aime son côté un peu discret, j'aime un petit peu ce qu'il raconte. C'est assez poétique, j'aime bien ce qu'il dit. Ouais. Sa musique, son corps. Moi, quand je sors de studio, j'ai un moment un peu déprimé, quoi. C'est-à-dire que c'est des moments de découragement complet où j'ai l'impression que tout est nul et que c'est moche et que voilà. Et puis un moment où on ne sait plus du tout, quoi. J'ai la ville dans le ventre, j'ai vendu ma moto. Auteur, compositeur, interprète, Raphaël rend hommage à Patrick Devers, évoque les inégalités, chante le simple bonheur d'être en vie. Pour moi, la musique, ça a été un truc tellement fort. Hein. Ça peut transformer l'ennui, ça peut transformer la tristesse en quelque chose d'extrêmement plein d'espérance. C'est un truc qui embellit le quotidien, quoi. Quand c'est une belle chanson, que c'est un truc qui est simple mais qui n'est pas vulgaire. Et dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on
En 2002, il faisait la première partie de son idole, David Bowie, à l'Olympia. L'Olympia où Raphaël se produira 3 soirs la semaine prochaine. Bien sûr, tout est complet. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet, suivi du point route, Valérie Maurice, 20h50 sur Ebola avec PJ. 1h10, le journal de la nuit, Laurence Piquet. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Votre soirée sur France